Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, vous venez d'acquérir votre premier télescope et la question se pose immédiatement de savoir quels accessoires acheter pour pouvoir avoir une utilisation complète de votre télescope. Il y a des trucs clairement très utiles, voire indispensables, et il y a des trucs clairement inutiles, voire totalement pas indispensables. Donc aujourd'hui je vous propose de voir en 20 points les accessoires indispensables et inutiles pour votre télescope et c'est maintenant sur la chaîne Astro. En numéro 1, la première chose, bien évidemment, la lampe frontale rouge. Alors j'avais fait un épisode, je crois, dédié, je sais plus trop. Oui, j'en ai fait un. Donc cette lampe frontale, elle est vendue chez Decathlon. Elle a l'énorme avantage d'être rechargeable par de l'USB 5 volts. Et donc ça, c'est génial sur le terrain parce que quand vous avez plus beaucoup de batterie, voire quand vous avez plus du tout de batterie dessus et que vous êtes sur le terrain, c'est quand même assez ennuyant. Alors que si vous avez de quoi alimenter en 5 volts, et ça généralement on a ça avec les smartphones, on a ça aussi par exemple dans la voiture, eh bien on met ça à recharger une demi-heure et on est quand même suffisant pour pouvoir s'en sortir. Deuxième accessoire indispensable, et bien évidemment, c'est la protection de l'astronome. Eh bien on va parler par exemple d'un bonbonnet. Parce qu'en fait, on perd le maximum de chaleur par la tête. On va parler de gants. Alors vous aviez ces mitaines moufles dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne, qui sont vachement bien chez Decathlon. Ça vous permet de manipuler le télescope et quand vous avez besoin de vous protéger la main, eh bien on les remet comme ça. Donc ça c'est génial. Donc ça c'est pour effectivement les nuits froides et même en été c'est tout à fait valable. Et en été, si vous faites de l'observation en pleine journée, eh bien, vous avez ce genre de casquette là vachement bien. Hop. Comme ça, avec une protection pour éviter les coups de soleil dans le cou si vous faites de l'observation solaire, bien évidemment, avec filtre adapté. Ça, on va en parler dans quelques instants. Numéro 3, la question de savoir si vous allez devoir acheter des oculaires très vite pour améliorer votre confort d'observation. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c'est que je viens de sortir tout un épisode sur justement 10 idées reçues à propos des oculaires et vous avez toute ma playlist sur le choix des oculaires. Donc vous avez plein d'épisodes pour vous aider à bien choisir les oculaires. On ne va pas perdre notre temps sur le sujet, mais sachez que c'est quand même très important. Numéro 4, la question d'acheter éventuellement une Barlow. C'est une idée que l'on entend très souvent. Et personnellement, je pense que c'est pas utile du tout. J'ai fait un épisode dédié sur les Barlow. J'en reparle dans mon épisode sur le choix des oculaires. C'est pas nécessaire. Vaut mieux des oculaires de bonne qualité, d'avoir un bon confort d'image, une image bien piquée. Généralement, les Barlow, celles qui sont données avec le télescope sont de mauvaise qualité. Et puis, si jamais... non, je pense que c'est pas franchement la priorité d'acheter une Barlow. Non, très sincèrement non. Mais ça, je vous explique tout ça dans les épisodes dédiés. Alors maintenant, on va parler un petit peu de savoir vous orienter, et vous orienter notamment sous la voûte céleste. La première chose déjà, repérer le nord. Eh bien, par exemple, une boussole. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une boussole physique parce que votre smartphone fera parfaitement le job. Vous avez des applications boussole dans tous les smartphones, donc vous utilisez tout simplement votre smartphone. Et comme ça, c'est gratuit. Ensuite, numéro 6, une carte du ciel. Eh bien, il existe des cartes du ciel physiques. J'ai fait tout un épisode pour pouvoir vous donner une quinzaine, je crois, d'atlas gratuits à imprimer, libres de droit. Sachez que, par exemple, des captures de Stellarium qui vous seraient vendues sous la forme de cartes du ciel, machin, tout ça, c'est illégal, puisque Stellarium, il y a des droits sur la commercialisation de capture écran de Stellarium. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, comprendront qui voudront. Mais donc là-dessus, vous avez 14 atlas cartes du ciel gratuits à imprimer sur la chaîne, et puis vous pouvez utiliser justement des applications sur smartphone. Il y a des tonnes et des tonnes d'applications sur smartphone pour les cartes du ciel. Alors on pourra citer carte du ciel, on pourra citer Stellarium, on pourra citer Sky Safari, que moi personnellement j'aime beaucoup. La version Sky Safari de base gratuite, c'est en fait Celestron Sky Portal. Il n'y a pas grand chose dessus parce qu'il faut être connecté au télescope pour avoir les différents objets qui s'affichent. Ensuite, vous avez la version Plus qui sera très bien pour observer
et aussi pour la photo, et la version Pro, là, qui va encore plus loin. Là, on est vraiment sur de la photo qui va aller loin, etc. Donc la version Plus sera largement suffisante. Il y a régulièrement des promotions à l'occasion de tel ou tel éclipse ou phénomène important. Et puis sinon, vous utilisez Carte du Ciel en version gratuite dans un premier temps, et c'est largement suffisant pour débuter. Numéro 8, une paire de jumelles ou des yeux de hibou. Alors une paire de jumelles, vous connaissez, ça vous en trouvez, celle-là c'est un modèle de supermarché trouvé chez Lidl, c'est des 10 par 60, ce qui veut dire que le 60 qui est l'ouverture en millimètres divisé par 10, le grossissement, ça donne la luminosité de cette paire de jumelles, la pupille de sortie, et donc c'est 6. Et quand c'est 6, c'est bien, parce que c'est bien pour nos yeux. Donc en fait, il faut que ce soit sur un nombre le plus grand possible. Et un grossissement pas trop important, sinon ça bouge un petit peu. Mais ce qui est génial, c'est que voilà, à partir du moment où vous avez des cartes du ciel ou une application sur smartphone pour reconnaître les constellations, mais que vous avez un télescope à côté de ça pour essayer d'observer dedans, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a une espèce de saut de grossissement. Le télescope grossira très vite, une trentaine, une quarantaine de fois, et c'est un petit peu difficile de se repérer. Parcourir les constellations avec une paire de jumelles, c'est génial parce que ça permet, par exemple avec cette paire de jumelles, d'observer globalement à peu près tous les objets du catalogue de Messier. Donc ça permet quand même d'apprendre à se repérer dans le ciel. Des yeux de hibou, c'est ça. Alors ça, c'est le modèle de chez Omegon, qui sont quand même assez chers, c'est le haut de gamme, mais elles sont magnifiques en termes de qualité, mais il est possible de s'en faire pour, allez, à peu près une vingtaine d'euros. Alors ça, c'est en fait, ce sont des téléphotos x2 pour smartphone, ça se visse sur un support de smartphone, et en fait, ça c'est un truc fait à l'imprimante 3D qui est spécial pour. Alors j'espère que j'arriverai à vous retrouver le lien, mais bon, il y a toujours le principe, et globalement avec ça, voilà, ça grossit deux fois. Faut s'habituer un tout petit peu au truc, mais ça permet de gagner ce petit saut de magnitude qui fait qu'on distingue bien les étoiles des constellations, donc on apprend déjà à bien les repérer. Et si vous êtes vraiment sous un bon ciel, ça commence à devenir très intéressant pour se balader dans la Voie lactée, c'est absolument magnifique. Alors ceci dit, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Astro, quand j'aurai le temps d'aller tourner cet épisode, sur un épisode vraiment, sur un guide complet pour le choix d'une paire de jumelles, avec des références de modèles et tout ça. Parce que une paire de jumelles, ça ne se choisit pas comme ça simplement sur la base des caractéristiques. Moi, je suis porteur de lunettes et très sincèrement, celle-là, elle offre voilà, un champ apparent qui est quand même assez restreint, une pupille et un relief d'œil justement pour le placement de l'œil quand on porte des jumelles qui n'est pas très agréable. Il existe des modèles qui sont vraiment excellents et donc voilà, je vous donne rendez-vous, un de ces quatre, je vais essayer d'aller tourner cet épisode et croyez-moi, vous ne serez pas déçus du résultat. Numéro 9, pour pouvoir pointer votre cible, vous allez avoir besoin d'un chercheur. Et bien souvent, les chercheurs vendus avec les instruments ne sont pas toujours de très bonne qualité. Personnellement, j'utilise ce genre de points rouges. Ça existe même en version Airsoft, avec des réticules verts et des réticules rouges. L'intérêt des réticules verts, c'est qu'ils peuvent être utilisés en pleine journée, mais vous n'avez pas forcément de nécessité d'avoir ça, justement. Mais bon, si vous voulez pointer la Lune en journée, par exemple, c'est faisable. Voilà, ça coûte pas forcément très cher et c'est excellent. Alors vous avez les fameux Telrad. Les Telrad, vous mettez carrément des ronds et il y a des cartes spéciales où on peut les afficher dans des logiciels comme Sky Safari justement ou Stellarium. L'intérêt c'est que vous avez des cercles de 0,5 degrés et 1 degré ou les 2 degrés je crois peut-être, qui vous permettent du coup de vous mettre à côté d'une étoile, voilà, ça permet de mieux se repérer par rapport aux étoiles. J'aime pas trop parce qu'il faut avoir l'œil strictement en face du Telrad, je préfère ces chercheurs points rouges. Numéro 10, la question des pointeurs laser. Alors, il y a toute une polémique sur le sujet dans le milieu de l'astro, savoir est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est interdit. La loi précise effectivement une limitation de puissance pour ces pointeurs laser. Les pointeurs laser qui sont vendus en France dans cette limitation de puissance ont un bouton pour les allumer, mais n'ont pas de petite clé pour les verrouiller et empêcher l'utilisation. Si vous mettez ça comme chercheur finalement pour votre télescope, ça veut dire qu'un enfant qui s'approcherait, qui se trouverait devant, pourrait appuyer sur le bouton et se prendre le laser en plein dans les yeux, ce qui est excessivement dangereux, même pour les lasers de faible puissance. Qui plus est, ces lasers de faible puissance légaux se voient en fait très mal et généralement subissent beaucoup le froid et en fait sont quasiment inutilisables quand il fait trop froid. Donc on serait plutôt tenté d'aller sur des lasers plus puissants. Je vous montre volontairement pas la référence de celui-là. Ces lasers beaucoup plus puissants sont
dans certains cas utilisé en France à des fins de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'un vulgarisateur scientifique, par exemple dans le cadre d'un club, pour montrer les étoiles à un groupe de personnes, est autorisé à les utiliser. En utilisation personnelle et individuelle, c'est en réalité interdit. Ça m'a été confirmé par le responsable d'un des plus grands magasins en France qui carrément n'en vend pas. Ça a été repris aussi par Alexandra de la boutique Enastros à travers un petit vlog, je vous mets le lien dans la description si vous le souhaitez, et je souscris pleinement à cette réflexion-là. Donc ces pointeurs laser, s'ils ne sont pas sécurisés par une clé, sont dangereux. S'ils sont sécurisés par une clé, c'est que généralement ils sont beaucoup plus puissants et sont en réalité uniquement à des fins scientifiques proprement dites. Donc le texte de loi est un peu ambigu, il faudrait se poser vraiment la question de savoir, oui, pour améliorer les connaissances, qu'est-ce que le législateur entendait par ça? À des fins scientifiques, ça peut être utilisé pour des fins de calibration, par exemple en spectro. Ça peut être utilisé également, bien évidemment, pour les optiques adaptatrices. Vous savez que, par exemple, le Very Large Telescope utilise, et les très gros télescopes professionnels utilisent des lasers pour créer des étoiles artificielles et mesurer les micro-déplacements et les déformations de ces étoiles pour essayer de modéliser le front d'onde et à ce moment-là, justement, adapter le miroir. Donc, on n'est pas du tout dans ce cas-là quand on est un astronome amateur et c'est important de le souligner. Alors, vous l'avez bien compris et je vous ai mis justement des extraits du texte de loi. En fait, l'autorisation des lasers de classe supérieure à 2, elle est uniquement pour les professionnels. Et nous ne sommes pas des professionnels. Dans le cadre d'une activité d'un club pour montrer le ciel, etc., là, on peut éventuellement être dans un scope de tolérance de la loi. Mais en réalité, voilà, nous ne sommes pas des professionnels, donc nous ne sommes pas supposés utiliser véritablement des lasers qui ont la puissance suffisante pour pouvoir être bien vus. J'ajoute encore une chose, c'est que le jour où vous êtes tout seul, à la limite, ça pourrait aller d'utiliser un pointeur laser. Sauf que le jour où vous êtes sur une sortie en club ou carrément un rassemblement comme les rencontres astronomiques du printemps, il n'est pas trop tard pour vous y inscrire, croyez-moi, ça va être sympa, et bien là, vous êtes avec un pointeur laser, vous avez des astrophotographes pendant ce temps-là. Et là, croyez-moi, si vous voulez être le premier astronaute sur Mars, eh ben, essayez. Voilà, bon, je dis ça en rigolant, mais très sincèrement, quand on est en groupe, il y a un agreement qui est qu'on n'utilise jamais les pointeurs laser. Prenez cette habitude ou utilisez un chercheur normal, mais ne prenez pas l'habitude de pointer vos astres avec un pointeur laser vert. Numéro 11, si vous avez acheté un télescope Newton, bon après si vous avez acheté un télescope Cassegrain, Schmidt Cassegrain, etc., ou Ritchey Chrétien, là vous n'êtes plutôt pas dans des instruments débutants, donc normalement vous savez faire. Mais si vous avez acheté un télescope de Newton, se pose la question d'acheter un collimateur laser ou un Cheshire. Un Cheshire, c'est ça, donc vous avez une croix, une petite visée et puis un petit pan pour envoyer la lumière, et puis un collimateur laser, c'est ça, avec un réticule de retour et un laser qui part au milieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour ça. Un collimateur laser, pour certains, à 30 €, je crois, 20-30 €, ça suffit largement parce que ça se règle et il y a de quoi les régler. J'avais fait tout un tutoriel pour le faire. Et ça permet de bien régler, bien collimater votre télescope. Un Cheshire ou un collimateur laser sont censés donner le même résultat. Si vous avez une divergence entre les deux, c'est qu'il y a une cause. Soit il y en a un des deux qui est dans le biais, qui n'est pas réglé, soit la réticule est déformée, etc. Donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Mais en tout cas, travaillez avec rigueur et c'est quand même un petit peu indispensable. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour justement un tutoriel pour la collimation pour les débutants. Numéro 12, l'utilisation d'un filtre pour observer la Lune. Effectivement, vous allez très vite constater que quand vous allez vouloir observer la Lune, eh bien, elle sera beaucoup trop lumineuse et ne sera pas agréable. Alors, vous avez plusieurs possibilités là-dessus. Vous pouvez utiliser des petits filtres verts. L'intérêt, c'est que si vous avez une lunette astronomique, le vert est plutôt l'optimal sur la qualité optique de votre instrument. Vous avez aussi des filtres tout rouges. Un filtre tout rouge aura tendance à apaiser la turbulence, mais l'œil est moins habitué à regarder donc que du rouge, ou vous avez des filtres gris neutre, et par exemple le gris neutre 13% est franchement très bien si vous avez un instrument de belle qualité, etc. Moi j'aime beaucoup utiliser ça. Vous pouvez également utiliser un filtre polarisant. Numéro 13, un filtre contre la pollution lumineuse. Alors là, effectivement, il en existe plein de modèles différents, des Skyglow, des CLS, des UHC, etc. J'ai envie de dire que même si vous êtes sous un très bon ciel en pleine campagne, un filtre UHC, UHCS
est quasiment indispensable parce que pour les nébuleuses, ça booste tellement leur contraste que ça vaut vraiment le coup. Vous les trouverez, eh bien, vous allez pouvoir en trouver en 31-75, vous allez pouvoir en trouver en 2 pouces. Si vous avez des oculaires 2 pouces ou si vous avez l'intention de vous mettre à la photo, eh bien, sachez qu'un oculaire 2 pouces, vous allez pouvoir le mettre en entrée d'un correcteur de coma et donc ça pourra être utilisable quel que soit votre appareil photo ou si vous passez à terme sur une caméra pour le ciel profond. Donc pour moi, les oculaires, les filtres en 2 pouces seront ceux qui vont vous durer le plus longtemps. Si vous utilisez des filtres, par exemple, EOS Clip dédiés à un type d'appareil photo, le jour où vous changez de marque, vous ne pouvez pas le réutiliser et puis vous ne pouvez pas l'utiliser non plus en visuel. Voilà, mais un filtre contre la pollution lumineuse, c'est vachement bien et je vous renvoie à mon épisode dédié. Numéro 14, un filtre solaire et bien évidemment un filtre solaire de pleine ouverture. J'ai sorti un épisode pour démontrer que ces tout petits filtres solaires en 31-75 étaient excessivement dangereux, même avec des petits instruments. Ils explosent. Non, on ira sur ce qu'on appelle des feuilles astrosolars. Et alors certains télescopes sont directement vendus avec, c'est le cas de chez Bresser maintenant, mais sinon, eh bien, des feuilles astrosolars comme ça, c'est vachement bien. On vérifiera bien qu'il ne soit pas piqué, et puis là, on va pouvoir l'utiliser, il faut bien le fixer. Je vous ai fait toute une playlist d'épisodes sur l'observation du soleil du débutant à l'expert, et là-dessus, je vous parle de tout ça, justement, avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails dans les épisodes dédiés et dans la playlist donc sur l'observation et la photo du soleil. Numéro 15, des petits filtres colorés pour observer les planètes. Il en existe plein de modèles différents, de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, des verts, des bleus, etc. Et c'est vrai que certains peuvent aider à améliorer un petit peu le contraste de votre image. C'était assez couramment utilisé dans les années 80. C'est pour moi pas ce qu'il y a de meilleur, dans le sens où ces filtres sont quand même assez larges généralement, et donc pour moi ne sont pas extraordinaires en termes de contraste. Il vaut mieux, à mon sens, avoir des bons oculaires, avoir un télescope très bien réglé, avec, si c'est un Newton, avec un bon collimateur laser et de faire une collimation bien précise, pour avoir le maximum de piqué, pouvoir grossir encore plus, et là l'image aura plus de contraste et aura une luminosité qui ne sera pas trop violente. Sinon vous prenez éventuellement simplement un gris neutre, par exemple, que vous avez utilisé en lunaire, un gris neutre 13%, pourra s'utiliser par exemple sur Jupiter. Donc pour moi, même s'ils ne sont pas très chers, ce n'est pas votre priorité. Alors maintenant que vous allez pouvoir commencer vos premières observations, vous aurez peut-être envie d'immortaliser un petit peu ça à travers des photos. Alors vous allez trouver pléthore de types de supports de smartphone, voilà, qui viennent se visser sur le dessus de l'oculaire. J'en ai testé 3 différents. Et je vais vous le dire très clairement, alors même s'il est beaucoup plus cher, eh bien le modèle de chez Celestron est clairement un cran au-dessus. Il est un cran au-dessus parce que vous avez tout un système de serrage qui est vraiment très très bien fichu. Vous allez pouvoir vous régler en X et en Y. Ça, c'est ce que vous allez retrouver partout, mais par contre, vous allez pouvoir le régler en Z. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir vous placer à la bonne distance de l'oculaire et avoir le plein champ apparent de l'oculaire et éviter tous les phénomènes d'avoir une zone un peu plus claire, une zone un peu plus foncée sur l'image. Donc clairement, le support Celestron, c'est le plus cher, mais c'est vraiment clairement le meilleur et il vaut vraiment le coup. Les autres, très vite, vous allez être dégoûté, vous allez chercher à vous en débarrasser. Moi, je vous le garantis. Numéro 17, un adaptateur pour votre appareil photo numérique. Si vous possédez déjà un appareil photo réflexe, et dites-vous que d'occasion, des appareils photo réflexes qui sont utilisables en astrophoto, ça coûte 150 à 200 €, eh bien, ça peut être une très très bonne idée. Alors pour ça, je viens de sortir un épisode justement sur comment mettre votre appareil photo numérique sur un télescope. Vous aurez toutes les références, vous aurez toutes les explications du jargon et surtout des montages, de savoir s'il est possible de mettre un appareil photo numérique sur votre télescope, comment mesurer un petit peu les choses. Donc je vous renvoie à l'épisode dédié. Numéro 18, un correcteur de coma. Alors un correcteur de coma sur les télescopes Newton, eh bien ça s'utilise par exemple en photo. Vous avez directement la baïonnette Sony, là vous avez directement la baïonnette Canon. Ça permet de corriger justement les aberrations de l'image dans les coins et ça permet de faire une image donc meilleure. Alors ça, c'est quand on va aller plus loin déjà en astrophoto. Ça coûte quand même déjà minimum 100-150 € sans problème, même d'occasion. Là, il faut faire le bon choix par rapport à votre modèle d'appareil photo, par rapport à votre modèle de télescope, si vous voulez faire un guidage ensuite par diviseur optique ou pas, etc. C'est pas votre priorité quand vous débutez tout juste en astronomie, mais à un moment donné, si vous mettez un appareil photo numérique, il faudra y penser. Et là-dessus, je vous sortirai bientôt, j'espère, un épisode vraiment dédié sur les différents correcteurs de coma, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Si vous avez une lunette astronomique, il existe des correcteurs de champ à mettre sur les lunettes astronomiques. Ils ne sont absolument pas nécessaires en observation visuelle, mais par contre en astrophoto ils seront très fortement recommandés, justement pour corriger là aussi les coins. Donc sur des lunettes type 80 ED, 62 ED Volux, j'ai fait un épisode dédié, je vous montre le montage. Sur la 61 EDPH également, et bien même chose, là, des correcteurs. Soit ils sont vendus avec, soit c'est une option assez dédiée à cet instrument, et si vous voulez vraiment faire de la photo, il faudra y penser de façon évidente. Numéro 19, la question d'acquérir un moteur. Si vous avez une monture équatoriale, qu'elle n'est pas motorisée, avoir un petit moteur en ascension droite, après avoir fait une bonne mise en station, et bien d'avoir un petit moteur qui compense la rotation de la Terre, c'est quand même beaucoup plus agréable pour pouvoir observer, notamment avec un fort grossissement, avec un oculaire de 5 mm, là, ça commence à grossir et ça commence à chasser assez vite. Alors bien sûr, on peut observer à 200 fois de grossissement sans moteur, mais c'est quand même mieux. Enfin, numéro 20, des ressources pour apprendre rapidement. Alors, vous avez déjà des ressources que vous pouvez trouver en papier. Alors, régulièrement, à peu près tous les ans, peut-être tous les 6 mois, Ciel et Espace sort des hors-série qui sont assez bien faits, même très bien faits. Là, en l'occurrence, celui-ci était sur les premières photos du ciel et renvoyé en plus de ça à des tutoriels très bien faits également sur leur chaîne YouTube. Donc ça, je recommande. Ça avait été fait sur la direction notamment de Jean-Luc Dauvergne. Vous avez aussi Stelvision. Stelvision, ce sont des astronomes amateurs qui vendent des télescopes et qui vendent des bouquins. Vous avez le ciel aux jumelles et vous avez le ciel au télescope qui est sorti ensuite. Ils sont très très bien faits parce que c'est vraiment très adapté pour des débutants avec des objets faciles à observer, des petits guides, voilà, M31, etc. Des explicatifs. C'est très bien pour commencer à pratiquer progressivement l'observation. Alors pour les plus furieux d'entre vous, vous pourrez réaliser votre télescope. Il existe quelques bouquins pour ça. Ça, c'était celui de Jean-Marc Leclerc. Vous aurez d'ailleurs bientôt un épisode sur la chaîne avec lui. Il a donné une conférence au RAP l'année dernière qui était passionnante et je l'ai enregistrée. Je la sortirai quand ce sera le bon moment par rapport à une série d'épisodes. Et en l'occurrence, il avait écrit un bouquin à l'époque. Bon, celui-là ne se trouve pas. Pour vraiment les furieux des mathématiques, eh bien, vous avez les éphémérides astronomiques. Et ces éphémérides, vous avez les indications effectivement de quand observer quoi, etc. Mais vous avez surtout énormément de formules mathématiques, les conversions entre les repères de coordonnées équatoriales et azimutales, etc. Le genre de bouquin, en fait, faire un arrêt cardiaque à un platiste. C'est vraiment remarquable. J'avais celui de 91. Ça remonte à quelques années quand même, hein. Enfin, vous avez les bouquins de référence chez Axilon. Vous avez celui sur le Soleil, je vous en ai déjà parlé, hein, clairement, sous la direction de Christian Villadrich. C'est vraiment la Bible. Il y a tout, c'est par des astronomes amateurs pratiquants, pour des astronomes amateurs pratiquants, avec vraiment beaucoup d'informations sur les logiciels et tout. Vous avez photographié la Lune. Vous avez par exemple Astronomie planétaire sous la direction de Christophe Pellier. Vous avez une conférence de lui sur la chaîne. Vraiment des bouquins de référence. Vous avez des bouquins sur l'astrodescente, on en avait parlé, rappelez-vous, avec Laurent Oumar, qui est aussi un très très bon apprentissage de l'observation. Là, on est vraiment sur des bouquins qui sont à 50 € le bouquin, mais je peux vous dire, vous en aurez pour plusieurs années de boulot pour pouvoir vraiment les ingurgiter. Ils sont vraiment remarquables. Alors bien évidemment, n'oubliez pas d'aller rejoindre aussi un club physique, c'est fondamental même. Un club physique vous donnera vraiment 3-4 avantages. La première chose, bon déjà ça booste, vous avez régulièrement des soirées avec des petites conférences internes au club et tout ça, ça permet d'apprendre sur plein de sujets divers et variés. La deuxième chose, c'est les sorties astro. Or, sortir astro tout seul, c'est pas formidable, surtout si on a des problèmes techniques. Et là, vous allez sortir à plusieurs et l'avantage, c'est aussi au niveau de la sécurité, bien évidemment, parce qu'en pleine nature, tout seul, notamment quand on débute, il y a toujours un petit risque de sécurité. Et la troisième chose, bien évidemment, c'est la possibilité de pouvoir emprunter du matériel à ce club. L'adhésion à un club physique, ça coûte pas très cher, c'est entre 30 et 50 € par an. Donc c'est vraiment pas cher au regard de ce que vous allez pouvoir emprunter et pouvoir également faire des sorties ensemble, faire l'observation d'un phénomène astronomique vraiment intéressant, par exemple un transit, une éclipse ou machin, etc. Généralement les clubs se rassemblent. Il y a vraiment plein de choses vraiment qui se passent bien et surtout vous avez des astronomes amateurs qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux et qui gagnent à être connus, qui sont vraiment des gens très très compétents et qui méritent à être connus, vraiment ça je vous recommande.
Enfin, bien sûr, sur Internet, vous avez beaucoup de chaînes YouTube. Alors, vous connaissez la mienne, bien sûr, et là, je vous renvoie vraiment à toutes mes playlists. Vous avez plus de 250 tutoriels gratuits maintenant sur la chaîne, et les playlists sont classées vraiment par thème. Donc, regardez bien, prenez le temps de regarder le nom de chacune des playlists et d'aller ensuite voir les vidéos. À plutôt regarder globalement dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre de tri de la playlist, parce qu'il y a quand même une progression logique entre les épisodes. Ensuite, vous avez les chaînes des copains. Bien évidemment, Laurent Oumar, par exemple, ou Alexandra de la boutique Enastros. Là aussi, vous allez avoir plein de trucs et astuces, etc., des tests matos et tout. Vous avez toutes les chaînes globalement qui sont à chaque fois en description, mais il y a quand même 3 chaînes qui ont attiré mon attention ces derniers mois, et il faut que je vous en parle quand même. Vous avez Explorastro, qui notamment propose des tutoriels autour de l'ASIR, donc c'est quand même assez intéressant. L'ASIR, c'est pas très compliqué, il y a plein de choses dedans quand même, mais c'est pas très compliqué, c'est assez intuitif, et il a fait pas mal de tutoriels dessus. Vous avez aussi la chaîne de Jean-Baptiste Auroux, qui est un astronome amateur chevronné, vraiment une référence dans l'astrophotographie du ciel profond. Il fait énormément de tutoriels, notamment sur l'utilisation de PixInsight, qui est un logiciel de référence. Et vous avez la chaîne aussi Astrofleet, de la team Astrofleet, chaîne animée par David Cara, avec eh bien des tables rondes, débats, etc., des interviews d'astronomes amateurs, des tutoriels justement sur le traitement astrophoto, etc. Énormément de ressources pour progresser et progresser gratuitement. Je vous renvoie, et on terminera avec ça, à mon épisode sur comment gérer intelligemment votre budget astro. C'est absolument fondamental. Parce que dites-vous que sur votre première année, 100 € mal, ou 200 € finalement mal utilisé, ce sera du matériel en moins. Or, vous allez voir à un moment donné, avec l'expérience, il y a des trucs que vous n'allez plus utiliser. Moi, je le vois bien. Il y a des choses que j'ai et que je n'utilise plus aujourd'hui, et je me dis, j'aurais peut-être dû ne pas les acheter et j'aurais économisé de l'argent, j'aurais pu acheter des trucs bien plus importants. Si vous avez une imprimante 3D, il y a des tonnes et des tonnes, je sortirai bientôt un tutoriel sur le sujet, il y a des tonnes de choses à imprimer, d'accessoires pour votre télescope, et ça vous fait gagner du temps et de l'argent, etc., etc. Mais dites-vous bien que faites le total sur 1 ou 2 ans et la répartition de votre budget, et dites-vous, voilà, cet argent-là, si je l'avais utilisé autrement, j'aurais peut-être pu m'acheter un télescope meilleur, voire un excellent télescope. Dites-vous que 50 € par mois, ça fait 500-600 € par an, ça fait 1000-1200 € en 2 ans. Ça fait un télescope avec lequel vous pouvez faire de l'astrophotographie dans des très bonnes conditions. Donc un 150-750 sur une monture HEQ5 par exemple. Donc voilà, c'est pas à négliger de bien gérer votre budget, et comme ça vous allez pouvoir bien progresser. C'est aussi pour ça que nous sommes beaucoup d'astronomes amateurs à vous partager beaucoup d'informations gratuitement. Je terminerai avec le site de Serge Bertorello, si vous vous passionnez pour l'optique. Il est remarquable et vraiment très bien écrit. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté Astro, qui vient de dépasser les 3000 membres. Et donc là, vous avez plein de gens pour pouvoir répondre aussi à vos questions, et des vrais astronomes amateurs pratiquants. Et vous avez le groupe Facebook de la chaîne Astro si vous n'êtes pas sur Discord. Mais Discord, je pense, est une bonne réponse à avoir la convivialité et l'interactivité de Facebook pour ceux qui ne veulent pas être sur les GAFA, puisque ce sont des serveurs qui sont sécurisés et qui ne sont pas chez les GAFA. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, et vous trouverez un certain nombre de liens dans la description pour certains des produits que je vous ai présentés. Certains des liens sont des liens conventionnés, ce qui vous permet de soutenir en même temps la chaîne. Allez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.